Donc à travers les ateliers, on s'est rendu compte qu'en fait, quasiment tout le monde arrivait à créer ces synchronicités. Mais que ce qui est intéressant, c'est que ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a enclenché une dynamique, les gens continuent à avoir une sorte de balisage comme ça dans l'espace-temps. Parce que chaque synchronicité va créer une sorte de guidage vers une bifurcation temporelle. Vous avez des perceptions du multivers potentielles, comme ça, qui sont imbriquées. Et votre conscience a la possibilité de faire des choix, d'aller explorer telle partie d'un univers ou d'un autre. Vous avez souvent des visions où ça fait comme 7 ou 8 univers qui sont imbriqués comme ça, mais votre conscience va sélectionner par exemple celui-ci. À partir du moment où votre intention sélectionne ça, qu'il y a un adressage, tac, c'est dans ça que vous allez aller explorer. L'influence de la pensée collective est extrêmement importante par rapport à la rétrocognition. Parce que pourquoi on n'arrive pas à modéliser dans le réel un certain nombre de choses, c'est parce qu'il y a une pression collective de gens qui ignorent leur possibilité de rétrocognition. Donc ça bloque en fait. Il y a un effet de blocage. Le hasard, il est super important, parce que si on n'a pas cet aléatoire-là, on n'a pas de support à la conscience extratemporelle. Et quelque part, il faut qu'on garde moi ce que j'appelle ces poches de hasard dans la réalité, parce que c'est les leviers du réel. Si on n'a pas ça, on ne peut pas avoir d'action sur la réalité. Donc vive le hasard, pour ce qu'il est du hasard, mais au final, effectivement, quand on prend de la hauteur, c'est pas vraiment du hasard, je suis bien d'accord avec vous. C'est un mécanisme. Je suis très heureux d'être ici, d'autant plus que pour cette conférence, je pense que je vais apporter des choses que j'ai jamais dit dans d'autres colloques ou événements. Donc je vais quand même me présenter de façon succincte. Je suis Romuald Leterrier, ethnobotaniste. L'ethnobotanique, c'est une science hybride entre l'ethnologie d'une part et la botanique. Donc c'est une fusion entre les sciences humaines et la biologie. C'est une étude des relations des hommes et des végétaux, principalement dans les sociétés traditionnelles. Donc moi, je suis parti en Amazonie il y a une quinzaine d'années pour faire des expériences sur les plantes, juste pour m'intéresser au mode d'acquisition de la connaissance des chamans, savoir un peu comment ils constituaient leur extraordinaire connaissance phytopharmaceutique. Et donc, dès que je suis arrivé là-bas, j'ai commencé un travail de terrain avec des Indiens Shipibo-Konibo, dans la région de Pucallpa. Donc on a pris des bateaux, on est allé sur le Rio Caleria, enfin sur plusieurs rios, et on a travaillé donc dans des communautés pour essayer de comprendre et déjà de répertorier ces plantes. Donc au début, moi je faisais un travail vraiment méthodique, très empirique, très cartésien. Je faisais des photographies de mes végétaux, je faisais des petits prélèvements, voilà, tout ça. Puis les chamans, ils se marraient un peu, ils avaient toujours un peu le sourire. On disait, bah, c'est bien, tu fais quoi, Romuald et tout. Voilà, je classifie, tout ça. Ils disaient, d'accord, tu veux apprendre le savoir des plantes. Je dis, exactement. Et bah, tu peux arrêter de faire des photos et puis de faire des croquis, des machins. Et viens prendre les plantes de vision avec nous. Et là, tu vas être enseigné. Des plantes de vision. Et c'est quoi? C'est une drogue? Alors eux, ce concept-là, ça ne leur parle pas du tout. Une drogue, ça n'a aucun sens pour eux. Donc au fur et à mesure du temps, j'ai compris. Puis je me suis dit, bon, je vais quand même essayer de faire ces expériences visionnaires. Alors j'en avais entendu parler quand même. J'avais lu toute la littérature des ethnobotanistes du XXe siècle, comme Richard Edmond Schultes, des gens comme ça qui avaient déjà décrit l'ayahuasca et plus ou moins les rituels chamaniques. Donc à partir de là, je rentre dans l'expérience. Donc la première fois, je suis terrorisé, je ne voulais pas la prendre d'ailleurs. Jusqu'au dernier moment, j'ai hésité. Et donc je prends la plante et là, je suis propulsé dans une sorte de machine à laver en essorage 1100 tours minute cognitif et somatique. Et là, je perçois effectivement, après avoir essayé de me calmer, d'apaiser ma conscience, tout un univers d'informations qui me sont données comme ça sur plein de choses, sur les plantes, sur moi, sur mes ancêtres, enfin sur plein de choses. Donc la première expérience était quand même assez déstabilisante. Donc je décide de continuer à investiguer et puis d'essayer de mieux comprendre cette expérience. Alors j'ai passé ensuite 10 ans à travailler, à essayer de cadrer ce qu'est l'expérience ayahuasca. Alors l'ayahuasca, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mélange de deux plantes visionnaires, la liane ayahuasca et un autre petit arbuste qu'on appelle la chacruna. La liane ayahuasca contient des principes qui permettent en fait à la diméthyltryptamine qui est à l'intérieur des feuilles de chacruna de devenir active et de donner des visions. Comment définir cette expérience? Parce que tout à l'heure on parlait de la conscience, ce matin on disait la conscience c'est quoi? C'est quelque chose, c'est notre subjectivité individuelle, c'est notre boîte noire dans laquelle on ne peut pas rentrer et qui est notre intimité propre, on va dire. Très vite,
j'ai pris avec des chamans qui m'ont emmené à un autre niveau de l'expérience, ce qu'on appelle des visions collectives. Je vais vous donner un exemple que je donne souvent en conférence, certainement certains d'entre vous la connaissent, parce qu'en plus c'est plutôt marrant. Donc, et ça illustre bien le propos justement. Donc moi j'allais prendre le soir dans une cérémonie avec un chaman Shipibo, et puis arrive quelqu'un que je connaissais pas du tout d'un autre village, un occidental en fait, hein, qui venait prendre aussi dans cette communauté, et donc je lui parle même pas, je le connaissais pas. Il vient s'installer dans la maloca c'est la hutte de cérémonie. Il se met à 10 mètres de moi. Et voilà, et donc là, on éteint les lumières, le chaman commence à chanter, on avait tous pris l'ayahuasca, et donc moi, lui, je l'oublie complètement, je me centre pour essayer de garder quand même l'aplomb de mon expérience, et puis j'ai donc les yeux fermés, et puis une première vision arrive, et donc je vois une sorte de maelstrom, une sorte de vortex lumineux comme ça qui se forme dans les visions, et puis les yeux fermés, donc je vois ça, j'avais la sensation moi aussi de plonger dans ce vortex, alors que mon corps était immobile, assis dans la hutte de cérémonie. Et puis je vois ce mec-là que j'avais vu à l'entrée tout à l'heure, qui passe comme ça, et puis qui me regarde. Je croise son regard comme ça, avec lui, les yeux comme ça, et moi je me dis, ça c'est marrant, c'est quand même étrange. C'est tout, et puis la cérémonie se passe, et le lendemain matin, on fait une sorte de petit débriefing entre nous de nos visions, parce que les Indiens s'en foutent de nos visions, hein, ça les intéresse pas. Eux, ce qui les intéresse, c'est le travail qu'on a fait sur le corps avec la liane. Et les visions, ça c'est très occidental et ça les intéresse pas trop de parler de... Eux aussi, ils en ont plein des visions, ils n'ont pas forcément envie de raconter. Donc on parlait entre nous, entre occidentaux, et moi je dis, bah ouais, moi ça a commencé hier soir, j'ai eu un vortex comme ça de lumière, et puis j'avais l'association de descendre comme ça, et le type il dit comme ça, ah oui, je t'ai doublé. Ah ouais, d'accord, c'est drôle. Sauf que ce que ça implique, c'est absolument énorme, parce que c'est quand même fabuleux, parce que ça veut dire que là, on est sur une expérience qui est une expérience à la fois intime, subjective, mais en même temps qui peut être partagée par un tiers qui est présent, là aussi, et donc qui se greffe à la même réalité visionnaire, sans contact physique, par des voies qui restent complètement mystérieuses. Donc là, on touche, à mon sens, à un critère de réalité, parce que quand une réalité peut être partagée, qu'elle est communicable, qu'elle peut faire consensus, on commence à approcher déjà on va dire une notion embryonnaire de réalité concrète, au moins de réalité sociale en tout cas, et d'expérience. Donc à partir de ça, moi j'ai essayé de comprendre, ça m'a interrogé, j'ai refait d'autres cérémonies avec des visions collectives comme ça, et ça nous a permis d'essayer de mieux comprendre le mécanisme de ces plantes. Alors avec du recul maintenant, avec 15 ans de travail, sur le sujet, moi, ma vocation, il y a des gens, ils prennent l'ayahuasca, elle leur dit par exemple, bah, toi tu seras chaman, ou toi tu seras dans le soin, ou toi tu feras ci, tu feras ça. Moi, c'était pas du tout le cas. J'étais pas du tout destiné à ça. Le seul message que j'ai reçu un jour en vision, c'était de faire des passerelles interdisciplinaires entre le savoir chamanique et le savoir occidental, c'est-à-dire la science moderne. Et notamment des passerelles avec la physique. Ça, c'est vraiment, j'avais vu ça en vision il y a plus d'une dizaine d'années. Je ne savais pas comment, mais lorsqu'on prend le temps et qu'on le déroule, effectivement, ça a eu du sens après. Ce qui est souvent le cas d'ailleurs avec le chamanisme. Donc, moi j'ai fait ces passerelles, et puis aujourd'hui, j'ai essayé d'élaborer un modèle, on va dire, pour essayer de comprendre ces expériences. Alors, en 2007, je rencontre un chaman en Amazonie, péruvienne toujours, sur le Rio Caleria, un chaman métis qui s'appelle Don Ernesto, qui est décédé aujourd'hui, et qui lui avait, on va dire, une double culture, vraiment une culture indienne traditionnelle, mais aussi une culture occidentale, donc ça permettait d'avoir des échanges un peu plus riches, et surtout de se comprendre mieux. Et un jour, il me dit, mais tu sais, le monde des visions, le monde des rêves, et la réalité physique, c'est un peu la même chose, c'est une sorte de processus circulaire comme ça. Alors il me dessinait des serpents comme ça qui se mordent la queue, des Ouroboros, on appelle ça en alchimie par exemple. Mais dans la mythologie Shipibo par exemple, le dieu Ronin, il est représenté comme ça, comme un serpent qui se mord la queue. Donc il me dit en fait, c'est pas un serpent, il me dit c'est un processus, c'est quelque chose qui se passe à travers le temps. Donc moi j'avais du mal à comprendre à l'époque parce que j'avais pas le modèle physique théorique pour pouvoir comprendre ces expériences, mais il m'a quand même enseigné un certain nombre de choses. Alors il me dit par exemple, je vais te donner un exemple, par rapport au travail du rêve.
Il dit en fait, nous, les chamans, on est capable d'aller chercher de l'information dans le futur. On est capable de faire ça. On est capable d'aller chercher de l'information et de la récupérer dans le passé. Je lui dis, c'est extraordinaire, explique-moi comment ça fonctionne. Mais il me dit, c'est super simple. C'est très simple. Il n'y a pas besoin de se concentrer ou faire quoi que ce soit. Je t'explique. Alors, je vais prendre un exemple que j'utilise aussi souvent parce qu'il est assez éloquent. C'est un peu un exemple qu'il avait utilisé pour me faire comprendre parce qu'eux, ils ont des métaphores, mais qui sont des métaphores compliquées de chaman, qui sont des métaphores sur des métaphores. Donc, il me dit, c'est simple. Par exemple, tu as rêvé cette nuit qu'un homme habillé en blanc te donnait de l'or, par exemple, ou de l'argent. Ok, tu gardes juste cette dernière image onirique parce que ça va servir d'empreinte pour avoir une réception d'informations du futur. Donc, tu gardes bien ça à l'esprit, mais en même temps, tu l'oublies. Tu ne focalises pas non plus sur ça, quoi. Tu gardes juste que tu as vu un homme habillé en blanc qui te donnait de l'argent. 3 semaines après, tu vas à la banque, et là, le gars au guichet, il est habillé avec un super costard blanc, et il te donne de l'argent. Tu es surpris, et tu repenses à ton rêve. L'idée, c'est que l'effet de sidération, de surprise, active une partie de notre mémoire qui vit en dehors de l'espace-temps. C'est une mémoire extratemporelle. Cette mémoire, cette conscience, quand elle est activée, elle va renvoyer de l'information sur le rêve. Comment ? Parce que le rêve, vraisemblablement, ce n'est qu'un point de vue théorique aujourd'hui, mais on le verra aussi avec l'action des substances visionnaires, le rêve, là on est dans un mode de cognition diurne. C'est-à-dire que là, depuis ce matin, vous vous êtes levé, vous êtes venu à un colloque, vous avez suivi le fil des conférences, vous avez mangé, vous êtes ici en train de me regarder. Tout ça, c'est linéaire. Lorsque vous allez vous coucher ce soir, la cognition, à ce moment, se met en mode aléatoire. Et à partir du moment où elle se met en aléatoire, elle devient le support de cette conscience extratemporelle. Et à partir de ce moment-là, vous avez un effet de bouclage. Quand vous voyez le type à la banque, vous repensez à votre rêve. Rien que le fait de se souvenir du futur, vous allez créer la structure de votre rêve 3 semaines avant. Donc, vous pouvez vous renvoyer de l'information. Je vous invite à le faire, c'est très simple. Essayez, c'est un protocole tout simple. Vous allez prendre une image onirique d'un de vos rêves dans les jours qui viennent, gardez-la en mémoire et essayez de voir ça dans la réalité. Vous allez vous rendre compte que très vite, vraisemblablement sous quelques jours, vous allez voir se manifester une image qui va correspondre à ce que vous avez rêvé. Vous allez avoir cet effet de surprise, vous allez repenser à votre rêve, vous allez renvoyer de l'information et modéliser ce rêve. C'est ce qui se passe vraisemblablement aussi avec les substances visionnaires comme les structures qui sont les structures actives des plantes. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas où est l'information de ces visions. Parce que qu'est-ce que c'est, ces univers de vision ? Une vision d'ayahuasca, on a l'impression que c'est plusieurs mondes qui sont imbriqués l'une dans l'autre. Vous avez 2 types de visions. Des visions les yeux fermés, où vous êtes comme dans des rêves lucides, vous êtes très lucide, vous voyez des univers qui se déploient, qui s'ouvrent, comme ça, avec beaucoup d'informations qui arrivent. Puis vous avez des visions, quand elle est vraiment très forte, où vous avez les yeux ouverts, et là, vous avez la perception de plusieurs mondes qui sont imbriqués les uns dans les autres. Alors, en fait, vraisemblablement, les principes actifs des plantes n'ont aucun message, ne contiennent aucune information. Et là, je vais rejoindre presque les matérialistes en disant que vraisemblablement, leur rôle, c'est d'être des perturbateurs cognitifs. Ils ajoutent du bruit aléatoire dans la cognition. Presque, on va dire, ils vont dérégler notre cerveau. C'est-à-dire que ces substances, elles vont mettre la cognition en état aléatoire. Et à partir de ce moment-là, ce que vous percevez, c'est vraisemblablement le multivers quantique de conscience. C'est-à-dire que vous avez des perceptions du multivers potentielles, comme ça, qui sont imbriquées. Et votre conscience a la possibilité de faire des choix, d'aller explorer telle partie d'un univers ou d'un autre. Vous avez souvent des visions où ça fait comme 7 ou 8 univers qui sont imbriqués comme ça, mais votre conscience va sélectionner par exemple celui-ci. À partir du moment où votre intention sélectionne ça, qu'il y a un adressage, tac, c'est dans ça que vous allez aller explorer. Donc on est vraiment dans la... Alors après, moi je l'ai compris aujourd'hui, mais on est vraiment dans le travail de Philippe Guillemont, c'est-à-dire dans sa conception de l'univers, de l'espace-temps flexible. Et vraisemblablement, le chamanisme a accès à cette dimension depuis très longtemps, en fait. Et ont cette conception implicite du réel. Par exemple, chez les Shipibo, l'univers est représenté sous la forme d'un serpent. C'est-à-dire que moi, j'avais discuté une fois avec Pablo Maringo, il me disait, mais en fait, l'univers, c'est un grand serpent. Alors au début, sa queue, c'est le début, et puis après, on a le corps. Mais quand on arrive au niveau de la tête, il a des centaines de millions de têtes. Ça ressemble d'ailleurs à une représentation du serpent dans l'hindouisme, Anatta. C'est-à-dire que ce serpent, au niveau de la conscience, il est multiple. À nous de sélectionner une voie.
Je vais vous raconter l'histoire du physicien, un physicien américain que j'avais croisé, pareil, à côté de Pucallpa, qui faisait des recherches sur la physique quantique. Donc il prenait l'ayahuasca pour mieux connaître la physique. Il y avait déjà des esprits qui étaient bien avant-gardistes, il y a déjà aussi une dizaine d'années. Donc lui, on discute un peu, tout ça, puis il me dit, bah ouais, je veux bien essayer, je pense que je vais avoir des infos. Donc par son intention, il va faire déjà une certaine forme d'adressage. Il voulait avoir des informations, lui, sur la physique de l'univers. Il en a eu plein. Toute la cérémonie, il n'arrêtait pas de noter. Il n'avait pas pris beaucoup, donc il avait la possibilité de noter. Il n'était pas complètement mariado. Donc il notait, puis il était dans un état d'extase. Ah, c'est génial, il était comme ça. Ah, c'est merveilleux. Il était en extase. Donc c'est tout, le lendemain je le croise, il me dit wow, c'était super, j'ai un nouveau modèle de la physique, je comprends tout, je rentre, je fais une publication, je publie une nouvelle vision de la physique et tout ça. Je lui dis ok, t'emballe pas, reprends d'ici 2-3 jours, tu auras certainement encore d'autres choses à apprendre. Moi j'avais déjà un peu ma petite idée sur le truc. Bon, c'est tout, donc 2-3 jours après il reprend, et là ça se passe pas bien pour lui. Je l'entends, il note toujours, mais bon il est plus grognon, il est... Je lui dis, ça n'a pas l'air d'aller quand même. Donc le lendemain matin, je le vois, je lui dis, ça s'est pas bien passé hier soir. T'as pas eu d'infos? Elle me dit, si. Ah, j'ai eu plein d'infos. Elle m'a montré un modèle de la physique, mais l'inverse de celui d'il y a 2 jours. Pourquoi? Ben parce qu'à un moment, dans ce multivers, il y a tout un ensemble de possibilités qui sont imbriquées, comme ça. Et c'est notre adressage de conscience qui va sélectionner quelque chose à un moment. C'est pour ça que des fois, l'ayahuasca peut aussi paraître être trompeuse, parce qu'en fait, on peut avoir des informations qui sont contradictoires. Parce qu'à un moment, vous allez sélectionner ça, et vous allez sélectionner ça. En fait, l'intention, notre conscience, fait vraiment de l'adressage par rapport au multivers de conscience. Donc il faut vraiment en être conscient. Donc, ça va pour l'instant, tout ça c'est très clair, je pense. Je pense. Donc, pour revenir sur les travaux d'Ernesto par rapport à cette conscience extratemporelle, l'idée, en fait, donc ça c'était en 2007-2008. Donc moi je découvre les travaux de Philippe Guillemant en 2012 avec la parution d'un article d'un Nexus fait par Jocelyn d'ailleurs. C'est marrant que vous soyez là au premier rang tous les deux. et donc je découvre les travaux de Philippe et là je me dis, oh, mais c'est ça. Ernesto, ce qui me parlait, c'était ça en fait, la rétrocognition. Enfin un modèle physique qui peut nous expliquer tout ça. Donc j'ai contacté Philippe, on est devenus amis, et puis voilà, ça a été un enrichissement mutuel incroyable, qui continue d'ailleurs toujours aujourd'hui. Je le remercie vraiment pour le travail qu'il a fait, de nous donner un cadre explicatif de ces phénomènes qu'on n'avait pas en fait. C'est-à-dire qu'avant, ça restait complètement paranormal, c'était pas accepté par les anthropologues, parce que du coup, on n'avait pas de modèle pour pouvoir l'expliquer. Donc directement, les autres ethnologues disaient ouais, c'est bon, votre monde des esprits, tout ça, ça n'existe pas. C'est des drogues, et puis voilà, vous avez des hallucinations. Sauf que non, on n'est pas sur des hallucinations. À partir du moment où des visions sont partagées, qu'on a des informations de surcroît que l'on peut vérifier dans la réalité, l'ayahuasca provoque aussi les OBE. C'est-à-dire qu'à un moment, le chaman il a la possibilité de sortir de son corps, aller chercher une info, et puis souvent, on peut vérifier ça dans la réalité aussi, quoi. Comme on a aussi dans les protocoles aujourd'hui, comme a fait Nicolas Freys, par exemple, où il est allé, par exemple, chez la boulangère, et puis qu'on a pu vérifier que chez la boulangère, au fournil, il y avait bien tel mâle rouge, des choses comme ça. Donc, les chamans savent faire ça depuis très longtemps. Donc, l'ayahuasca, à un moment, permet ça. Alors, ce qu'elle permet encore, je vous dis, c'est vraisemblablement, c'est de créer du chaos, de l'aléatoire dans le cerveau, et ce cerveau devient récepteur de cette mémoire et de ce multivers de conscience qui, lui, est en dehors de l'espace-temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire de tout ça? Parce que voilà, c'est bien beau de revenir avec un savoir comme ça, d'avoir un modèle théorique qui, à un moment, permet de nous faire entrevoir des choses assez extraordinaires. On peut imaginer, effectivement, moi, ce que j'appelle la rétrocognition, la conscience la conscience rétrocausale, c'est-à-dire que c'est un processus rétroactif qui permet un guidage de la conscience. Alors, on dit conscience extratemporelle, mais il y a aussi l'idée de mémoire, hein, parce qu'on accède quand même à de l'information dans l'ayahuasca et aussi à de la mémoire. Alors c'est souvent aussi, il y a des gens ont l'impression d'accéder à des vies antérieures dans le monde des visions, de revivre une vie antérieure, d'être dans la peau d'un paysan du Berry ou de se retrouver dans la peau d'une princesse égyptienne, des choses comme ça. C'est assez fréquent. Alors les gens, tout de suite, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'identifient. Ah, c'est mon ancienne vie. Pourquoi dire ça? Puisque si on peut
Se dire qu'à un moment, on a accès à une mémoire d'abord personnelle, une mémoire transgénérationnelle, une mémoire phylogénétique, et j'irais même jusqu'à dire une mémoire de l'univers. À un moment, quand on se branche sur un adressage de la mémoire, on accède à quelque chose, mais il ne faut pas forcément s'identifier. Parce que moi, je connais des gens qui ont pris l'ayahuasca et qui étaient super pas bien après parce qu'ils étaient dans la peau d'un assassin ou d'un truc comme ça, et ils se sont dit, bah, ouais, moi, dans une autre vie, j'étais pas quelqu'un de bien, machin. Alors tout de suite, il faut dire, stop, ça ne vous appartient pas. Vous avez accédé à quelque chose. Il y a les traditions qui parlent de ça, hein, les archives akashiques dans l'hindouisme, enfin, cette idée de... Les chamans disent le grand livre du vivant. Voilà, ça, c'est des métaphores qu'ils utilisent. Ce sont des métaphores simples. Mais il est question vraiment de ce genre de choses. Il y a l'histoire avec le dinosaure aussi, ça c'est quand même assez incroyable. Moi je prends avec quelqu'un une fois au Pérou, c'était en 2006. Et lui, il voit un dinosaure, mais un espèce de diplodocus avec des épines de couleur rouge, tout ça et tout, un truc, il fait un super dessin, il dessinait bien, en plus il nous montre ça. Alors nous on se marrait, parce qu'on lui dit, ouais, t'as vu des dinosaures, puis pourquoi pas des éléphants roses aussi. Et sauf que lui, c'était une expérience tellement forte pour lui au niveau émotionnel de voir ce dinosaure qu'il est allé voir un paléontologue, je crois que c'était en Espagne, qui lui était spécialiste des sauropodes et il lui a montré son dessin. Et le paléontologue lui dit mais c'est pas possible, c'est le spécimen que j'ai exhumé il y a 6 mois. On a découvert un sauropode qui a effectivement des épines et vraisemblablement elles étaient colorées. Donc qu'est-ce qu'il a vu sous ayahuasca? Il s'est branché à un moment sur un secteur d'information phylogénétique qu'on a tous en nous. Et donc, il y a à un moment la possibilité, par notre intériorité, d'accéder à cette mémoire, alors qui est en même temps extratemporelle, mais en même temps somatique. C'est-à-dire ici et ailleurs en même temps simultané. Lorsque j'ai travaillé avec des chamans sur ce que moi j'ai appelé le web cosmique, c'est-à-dire une sorte de cosmos endogène qu'on a tous à l'intérieur de nous, qui se rapproche des théories holographiques de l'univers, de dire que chaque parcelle vivante, au moins, de nous contient la somme de l'information de l'univers. Et tu as des chamans qui ont cette possibilité, par les plantes de vision, ou même sans plantes de vision, de se connecter à des chamans qui sont morts depuis plusieurs années, de se connecter à travers le temps et l'espace avec des sorciers africains, avec des moines bouddhistes, certains décédés depuis 500 ou 600 ans, dans une sorte de réalité de conscience où tous ces êtres continuent à exister, en fait. Et il n'y a pas que des êtres humains, il y a aussi d'autres entités qui sont censées être sur d'autres planètes. Donc, c'est ce que j'ai expliqué dans OVNI et Conscience. J'étais un peu audacieux, parce qu'au début, je ne voulais pas écrire sur ça, parce que c'était tellement... il fallait quand même le faire passer, quoi. Je veux dire, de dire aux gens, ok, il y a des ovnis, tout ça, mais vraisemblablement, c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que ça passe par l'intériorité. Et eux, en fait, moi, quand je discutais avec les chamans, ils connaissaient une quarantaine d'espèces intelligentes avec lesquelles ils communiquaient, principalement pour des soins et pour des acquisitions de connaissances, en fait, pour leur pratique de médecine au niveau énergétique. Donc voilà, pour moi, c'est très... Il n'y a rien de sensationnel dans ça, je pense que c'est complètement possible, et aujourd'hui, on a des modèles physiques pour l'expliquer. Mais ça méritait quand même de s'y intéresser. Alors, suite à cette pratique du rêve, que moi, j'ai commencé à travailler avec Ernesto, à essayer de me rétroprojeter comme ça de l'information, je me suis rendu compte, en fait, que c'était très facile, et que plus on le faisait, c'est ce que disait Fabrice avec, par exemple, le viewing, plus on pratique, et plus c'est facile, plus c'est simple. Plus on commence à faire ce travail de se rétroprojeter une image onirique une fois qu'on l'a vue dans la réalité, qu'on y repense, juste un acte de se souvenir du futur. À partir du moment où on fait ça, on muscle vraiment sa rétrocognition. Donc Ernesto, quelques mois avant de mourir, en 2008, en repartant du Pérou, je ne savais pas qu'il allait décéder, je pense que lui le savait. Et dans son regard, je me sentais un peu triste, mais je m'étais dit, bon, bah, c'est parce que à nouveau, je repars en Occident, et à chaque fois, il est toujours un peu... ça le chamboulait un peu. Il me dit juste un truc. Il me dit, mais tu sais, Romuald, le réel, c'est comme un rêve. Il est aussi malléable. Il faut faire la même technique. Tu peux faire exactement pareil. Il suffit juste de créer ce que moi j'ai appelé les synchronicités, mais que lui il n'appelait pas comme ça dans son langage, mais c'est exactement la même chose. Donc je suis rentré en Occident, et puis j'ai dû attendre encore une paire d'années avant de tomber sur les travaux de Philippe, et donc d'essayer ensuite d'élaborer mon propre protocole de synchronicité, de création volontaire de synchronicité.
Alors souvent, quand on parlait à des Jungiens de synchronicité, on leur disait mais c'est pas possible, on ne peut pas les créer. C'est un phénomène acausal qui n'a pas de cause, on ne peut pas le maîtriser, on ne peut pas le créer volontairement, c'est impossible. Sauf que ça, c'était une vision jungienne du XXe siècle, et aujourd'hui, le cadre théorique de Philippe permet d'expliquer qu'on puisse les créer. Et ça fonctionne, il en a créé, continue à en créer. J'en crée aussi depuis plusieurs années, et aujourd'hui, il développe aussi des ateliers, moi aussi, où on arrive à expliquer aux gens de façon très simple à créer leur propre synchronicité. Donc à partir de 2013, je commence à mettre ce protocole en place, un protocole très simple, où je sélectionnais au hasard des images d'animaux avec des archétypes. Pourquoi des animaux? Pourquoi des archétypes? Des animaux parce que dans un premier temps, je pense que de par notre évolution, notre histoire, on a une sensibilité inconsciente à repérer des signes concernant les animaux. Pourquoi? Parce que l'homme technologique, c'est ça dans l'histoire, et le chasseur-cueilleur, c'est de là jusqu'à la porte. Là. Voilà, en termes de... pour prendre une image. Donc on est, entre guillemets, câblé. À mon avis, c'est beaucoup plus simple enfin, c'est l'idée que j'avais eue de se dire c'est beaucoup plus simple de repérer des animaux, puisqu'au départ, je pense que les synchronicités est une magie de chasse, qui est encore aujourd'hui pratiquée, d'ailleurs, hein, dans certaines contrées que j'ai pu explorer aussi. Donc je me dis, je vais faire ce protocole. Donc d'un côté, une centaine d'animaux, une centaine d'archétypes, et puis un système aléatoire pour les sélectionner. La première fois, je sélectionne, l'animal c'était un rat, et pas très séduisant, mais bon c'était un rat, et puis l'archétype du cristal. Ok. Donc je garde ça, comme m'avait appris Ernesto, je garde ça, je mets ça dans ma conscience, puis je cherche pas. Donc c'est tout, je décide de passer à autre chose, je range mon ordinateur, tout ça, et puis bon, c'est tout, je vais manger. J'y pensais plus du tout, je prends ma zappette, je regarde la télévision, je zappe. Un moment, je pose la télécommande et puis je fais tomber un truc, je sais plus que c'était une bouteille complètement au hasard, elle tombe sur la télécommande. Elle change la chaîne et boum, qu'est-ce qui apparaît? Une chaîne de jeux vidéo avec un rat et des cristaux sur le dos. Tout de suite, j'ai tellement été surpris, j'en ai même eu à sourire, j'ai rigolé, j'ai une espèce de fou rire. J'ai dit que c'est quand même drôle. Je pensais que c'était le fruit du hasard, honnêtement, j'y croyais pas trop. J'ai fait ça pendant 3 ans. Sauf qu'à chaque fois, ça se produisait de plus en plus vite. C'est-à-dire, au début, on devait être à peu près à 5 ou 6 heures. Les dernières que j'ai fait en 2015 se produisaient à peu près 7 ou 8 minutes après. Donc, incompréhensible. Il suffisait de tourner la tête dans la rue, boum. Il y avait tout de suite l'information était là. Alors, ce qui était intéressant par rapport aux synchronicités, c'est qu'elles se sont agglomérées. Je pensais au début avoir peut-être des synchronicités soit avec le rat, soit avec le cristal. Non, elles ont fusionné direct. Et toutes les synchronicités qui sont apparues se sont non seulement ont fusionné, mais ont recréé de l'information. C'est-à-dire qu'elles sont devenues autoréférentes sur leur propre processus, et elles ont augmenté l'information. Elles ont créé une sorte de message symbolique. C'est-à-dire qu'elles ont fini par s'exprimer selon un vocabulaire particulier qui est un vocabulaire symbolique mythique. Et ça, je ne peux pas l'expliquer. Alors sont apparues des choses qui sont dans l'histoire de l'humanité depuis toujours. Et là, je vais peut-être parler du transhumanisme quand même, parce que je pense qu'il y a un lien avec ça. Alors, qu'est-ce qui est apparu dans les synchronicités? Eh ben, l'histoire d'une vie qu'on pourrait prolonger. L'histoire, notamment, qui a été évoquée par la source de Fontaine de Jouvence, qui a apparu plusieurs fois dans les synchronicités. Aussi le Graal, avec l'idée d'une immortalité potentielle. Enfin, tout un ensemble de symboles comme ça qui étaient vraiment déstabilisants pour moi, parce que je me disais, mais là, du coup, on rentre dans le folklore et ça ne m'intéresse pas du tout, quoi. Pourquoi, avec un système aléatoire, pourquoi il y a ce message mythique qui sort? C'est pas du tout compréhensible. Avec une sorte de schéma, en fait, hein. On pourrait presque être dans les travaux de Campbell, hein, c'est-à-dire le héros, le trésor à chercher, le dragon, donc l'ombre quand même qui est là, il faut faire attention, et puis le trésor absolu, qui n'est pas du tout de l'or physique, mais qui est la possibilité de gérer son destin en fait, d'éviter les écueils du destin et de se créer une sorte de GPS de la destinée, c'est-à-dire d'arriver à naviguer dans l'espace-temps en conscience, pour éviter les accidents, les maladies. Voilà, c'est ça qui a émergé. Alors, moi, j'étais un peu déstabilisé, parce que comment l'amener dans le discours contemporain? Moi, j'ai un peu travaillé, essayé de comprendre le truc. Je me suis dit, mais après tout, à mon avis, ça vient de l'intention primordiale du vivant. Qu'est-ce que la vie? C'est un phénomène qui
essaye toujours de s'adapter, de survivre. C'est un phénomène qui essaye de s'auto-conserver. Voilà. C'est ça la vie. Donc, on va dire que le substrat mythique, il est indissociable du substrat biologique. Et à mon avis, les rêves ou les prétentions du transhumanisme émanent de la structure biologique. C'est-à-dire qu'à un moment, le moyen n'est pas bon, c'est clair, on a bien vu, hein, on a parlé d'un plan, des interfaces machines, cerveau, tout ça, mais dans le chamanisme, vous avez des choses qui sont très similaires. Il y a quelqu'un dans la salle qui m'a fait penser à ça ce matin, mais par exemple, dans les processus de diète, quand vous allez ingérer une plante pour avoir de la connaissance, vous faites comme une sorte d'implant. Vous allez faire une implantation de mémoire végétale d'un marbre ou d'une plante, vous allez la diéter, vous allez avoir de l'information. Et quelque part, c'est très similaire. Donc, à un moment, le moyen n'est pas bon chez les transhumanistes parce qu'il est clairement matérialiste, il y a du profit derrière, les histoires d'argent et tout ça, mais je pense que de toute façon, la volonté de ces gens de devenir immortels, de vouloir se régénérer, rester jeune, tout ça, ça fait partie d'une sorte de substrat archétypal qui vient du vivant et qui s'est communiqué dans toutes les traditions du monde entier. C'est-à-dire que ce soit chez les aborigènes d'Australie, on retrouve ces mythes aussi chez les Indiens, chez les Amérindiens, on le retrouve partout. Donc, à quoi ça peut servir ce message? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Alors à partir de ce moment-là, moi j'ai essayé de me dire, mais on peut peut-être essayer de créer des ateliers pour essayer de voir si c'est pas uniquement un délire à moi, est-ce que d'autres personnes sont susceptibles de créer des synchronicités. Donc à travers les ateliers, on s'est rendu compte qu'en fait, quasiment tout le monde arrivait à créer ces synchronicités, mais que ce qui est intéressant, c'est que ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a enclenché une dynamique, les gens continuent à avoir une sorte de balisage comme ça dans l'espace-temps, parce que chaque synchronicité va créer une sorte de guidage vers une bifurcation temporelle. Alors, c'est quand même... il y a quelque chose de très important à comprendre, là, parce que les transhumanistes veulent le faire par la technologie et ils le feront mal. Ils ne pourront pas le faire, ils vont se planter. Mais vraisemblablement, on est équipé simplement par notre conscience pour faire ce genre de choses de façon naturelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais prendre le cas par exemple de la maladie, d'une maladie. Vous avez deux possibilités dans le futur. On vous annonce que vous avez un cancer, deux possibilités. On va faire plus simple, deux, pas plusieurs. Soit la vie avec la rémission, soit le cercueil et la mort. Bon. L'idée, c'est d'essayer d'aller vers la ligne temporelle qui va vous emmener vers la vie. Comment? En créant un certain nombre de synchronicités qui vont avoir le rôle d'attracteurs, c'est-à-dire qui vont guider, qui vont densifier au maximum la possibilité de la vie et pas celle de la mort. C'est comme se créer une sorte de GPS du destin, en fait. C'est à ça que sert la création volontaire de synchronicité ou aussi l'acquisition d'informations rétrocausales par les rêves. On peut les utiliser pour ça. Alors, comment à un moment intégrer ça dans une nouvelle vision de la vie? Parce qu'on peut se dire, mais là ce qu'il raconte c'est bien beau, mais quel support biologique on peut trouver à tout ça? Mais quand on s'interroge sur l'évolution, en fait, vraisemblablement, on peut arriver à une synthèse homogène entre des choses aujourd'hui qui sont complètement en opposition. L'aléatoire de Darwin et le finalisme. Comment? Eh bien, l'idée, c'est qu'en fait, l'évolution, l'intelligence de l'espèce, l'intelligence de la vie, elle est, sous cette forme de mémoire et de conscience, extratemporelle. À un moment, si une espèce, elle a besoin de s'adapter à un milieu, vraisemblablement, elle va chercher son information dans le futur, elle se la renvoie aussi dans le passé. Comment ça fonctionne? Vous avez par exemple l'exemple de la cigale en Amazonie, c'est une cigale qui a pris la forme d'un petit caïman. Comment, d'un point de vue uniquement d'essai, au hasard, une cigale arrive à prendre la forme d'un caïman, sachant que ce caïman va faire peur à des prédateurs potentiels? Pour moi, la seule façon possible d'expliquer ça, c'est et de conserver le hasard, les mutations aléatoires, mais aussi d'utiliser la conscience extratemporelle, au moins la conscience de l'espèce. Ou si on ne parle pas de conscience pour une espèce, au moins une intention, celle de la survie. Donc à un moment, qu'est-ce qui se passe? Vous avez cette mutation, en fait, cet ensemble de mutations qui a transformé cette cigale par mimétisme en un petit caïman, ça marche super bien dans le futur. Dans son environnement, ça fonctionne très bien, ça la protège.
Donc cette information, elle est validée dans le futur. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à un moment, cette information, elle passe dans la conscience extratemporelle, dans la mémoire de l'espèce, et elle va modeler les mutations aléatoires des gènes, puisque comme ce sont des systèmes aléatoires, ils deviennent des supports pour cette information et cette conscience extratemporelle. À partir de ce moment-là, on peut imaginer que l'évolution fonctionne comme ça, par rétrocognition. Alors peut-être pas une rétrocognition consciente comme nous on l'a fait avec les rêves ou les synchronicités, mais au moins une intention qui fonctionne sur le même principe, et ça c'est en accord aussi avec la théorie de Philippe. Donc il y a toute une vision du vivant qui émerge aujourd'hui. Hein. On a d'abord eu un modèle théorique physique, aujourd'hui un modèle cognitif, un modèle du vivant est en train d'émerger, ou peut émerger, des travaux de Philippe. Et vraisemblablement, ça sera très riche d'avenir, parce que je pense que si on arrive à créer ce que moi j'appelle une balise, un attracteur en fait, ça veut dire que les synchronicités, elles ont un rôle d'attracteur sur le vivant. Vous avez, si vous voulez aller là, vous posez une intention, votre intention c'est d'aller ici. Peut-être, je ne sais pas, de vivre jusqu'à 90 ans, par exemple. Et si vous arrivez à recevoir une information que vous êtes vivant à 90 ans, cette information, de fait, va vous guider par le biais de synchronicité jusqu'à ces 90 ans. Donc pas besoin de transhumanisme, parce que vraisemblablement, cette mémoire rétrocausale est capable d'agir sur les gènes sans passer par des biotechnologies. Là, j'avance des hypothèses, attention, je précise quand même, hein, je m'avance très fort. Mais, en tout cas, ce sont des... Cette théorie, en fait, on peut l'expérimenter. On peut créer des expériences pour essayer de la prouver. Donc, l'avenir de cette recherche passera par un certain nombre d'expérimentations qui sont possibles. Il suffit juste d'établir des protocoles pour essayer de la valider, que ce soit dans la physique, la biologie, ou les sciences humaines, ou les sciences cognitives. J'ai parlé combien de temps, là? 16h11. 30 minutes. Oui, ça fait un peu... je pense que je ne vais pas en dire plus par rapport à ce travail sur la rétrocognition, parce que j'en ai déjà dit, je pense, pas mal. J'ai dit des choses nouvelles, en plus, que je n'avais jamais dites ici. Peut-être, comme on a un petit peu dépassé sur le timing, si ça vous intéresse, peut-être parce qu'il y a quand même peut-être pas mal de questionnements, passer sur une phase de questions-réponses, si ça vous dit. Merci à vous. Bon, j'espère que c'était pas trop un discours d'extraterrestre. Hein. En tout cas, l'INRES à Paris, il y a 15 jours, ça a été très bien reçu. J'ai pas de pétard. D'ailleurs, l'ayahuasca n'est pas une drogue, je tiens à le préciser. Mais on peut en parler tout de suite, justement. Alors, première question. Je vois une main qui se lève. Non, pas encore tout à fait, mais ça ne saurait tarder. Ouais. Au bout de la salle. Super, Jocelyn. Gabriel, je suis Gabriel. Voilà. Je ne sais pas comment je vais peut-être capable de faire la question, mais dans la synchronicité, en créant, vous avez comment vous avez appelé ça? La rétrocognition. Ouais. Est-ce que ça serait possible de travailler par exemple, moi, ce que j'ai vu, travailler en groupe pour essayer par exemple, de bouger quelque chose pour le meilleur de l'être humain? Bien sûr. Alors, dans les ateliers, il y a un truc qui s'est passé que je ne m'attendais pas du tout. C'est-à-dire que quand on a travaillé sur les rêves rétrocausaux, j'ai demandé simplement, la première fois, le truc a émergé tout seul, en fait. C'est-à-dire que j'ai demandé aux gens juste de me raconter un peu leur activité onirique, comment ils rêvaient. Et c'est pas ce qui s'est passé, les gens spontanément sont juste commencé à me raconter des rêves. Donc ils étaient une vingtaine, on a noté chaque fois qu'est-ce qui sortait. Sauf qu'à un moment, ces gens sont venus au hasard à l'atelier. Et sauf que chaque personne qui a donné un rêve, ça crée une histoire complètement cohérente. Ça n'était que des synchronicités, en fait. Et même les personnes entre eux, il y avait des effets miroirs, les mêmes professions, ils ne se connaissaient pas, des prénoms, les mêmes prénoms, c'était vraiment hyper bizarre, quoi. Comme si à un moment, comme ces gens allaient se connecter à quelque chose de collectif dans le futur, comme si ça les avait amenés à plein d'effets de synchronicité déjà le jour de l'atelier. L'influence de la pensée collective est extrêmement importante par rapport à la rétrocognition. Parce que
Pourquoi on n'arrive pas à modéliser dans le réel un certain nombre de choses? C'est parce qu'il y a une pression collective de gens qui ignorent leur possibilité de rétrocognition. Donc ça bloque, en fait. Il y a un effet de blocage. À un moment, je ne devrais pas dire ça, mais c'est marrant quand même. Bon, pendant à peu près 2 ans, j'ai essayé de gagner le loto. J'ai essayé d'aller chercher de l'information dans le futur. Mais je suis monté jusqu'à 4 chiffres. J'ai pas pu aller plus loin. Parce qu'en fait, j'ai senti qu'il y avait une résistance incroyable, non seulement du futur, comme dirait Philippe, mais une résistance collective. Alors au début, je pensais que c'était les gens qui gagnaient, ils étaient tellement dans l'euphorie, c'était tellement incroyable, ils agissaient sur le tirage aléatoire des nombres. Et c'est pas ça qui se passe. Une fois, j'étais dans un bar et il y a un tirage qui sort complètement improbable, mais c'est souvent le cas quand c'est au hasard, du style 40, 44, 47, et puis quasiment que les 40. Et là, dans le bar, il y avait 2 papis qui commencent à dire « Mais regarde, mais c'est pas possible, ce truc est truqué, mais c'est des voleurs, quoi, c'est pas possible qu'un truc comme ça y sorte. » En fait, c'est les gens qui perdent qui rétroagissent sur le tirage. Donc la pression est tellement énorme, c'est impossible d'aller chercher ces numéros. Philippe, il a raison quand il en parle dans La Route du Temps, c'est impossible. C'est impossible. Ça, il faut laisser tomber. J'ai perdu beaucoup de temps avec ça. Et de l'argent aussi. Une autre question ? Oui, on va prendre celle de monsieur ici, et je redonnerai la parole à vous après. Bonjour, je m'appelle Marc. Ma question est la suivante, c'est un peu une question générale. On sait que tous les règnes ont une conscience. C'est vrai. Le minéral a une conscience très, je dirais, très légère. Hein. Mais enfin, le minéral, il brasse des choses, il fait des choses, il fabrique du pétrole, il fait des tas de choses. Bon. Le végétal a une conscience encore plus développée. Et l'animal, bien sûr, puisque moi je sais que ma chienne a une conscience. Elle a non seulement une intelligence, mais une conscience très développée. Bien sûr. Mais il lui manque ce que j'ai moi, c'est-à-dire la conscience de ma conscience. Conscience réflexive. Alors, on peut imaginer, en fait, un petit peu d'ailleurs comme Teilhard de Chardin, qu'il y ait dans l'univers une lente montée avec la vie de cette conscience. Et que cette conscience, en fait, pour nous, elle est ce qu'elle est actuellement, mais elle peut de nouveau encore se développer telle que se sont développés les végétaux, les animaux, etc. Et que finalement, le transhumanisme peut devenir un phénomène naturel, je dirais, de montée de puissance de la conscience pour éventuellement, après, faire des choses qui sont pour moi inconnaissables, mais qui, actuellement dans mon esprit, après de ce que vous venez de nous dire, on peut imaginer que dans un temps X, l'humanité pourrait entièrement être devenue chamane. Et voilà, c'était ma question. Qu'en pensez-vous ? C'est parfaitement possible. Mais en fait, il faut vraiment replacer l'homme dans un contexte différent. Il faut arrêter de voir l'homme en haut de la pyramide évolutive. Ça, c'est déjà une très grosse erreur. Voilà, ça, c'est très important. Ça, c'est stop. Ça, c'est vraiment le truc, de le voir l'homme ici en haut de... Quand on comprend aujourd'hui, maintenant, ne serait-ce qu'en termes de botanique moderne, ce qu'est une forêt, les interactions, les communications racinaires, que ce soit par des signaux chimiques, électriques, la communication entre plantes, entre arbres aussi, hein, par éthylène, par exemple, par gaz, avec plus de 600 systèmes de communication différents. Donc, c'est validé là par de la science empirique. Hein. Une forêt, c'est un super organisme. Ensuite, on apprend avec les chamans, puisque moi j'ai diété aussi des arbres, je me suis rendu compte qu'on avait affaire à des entités et des esprits collectifs. C'est-à-dire que derrière une intelligence... En fait, un arbre, ça va être une porte d'entrée à tout un phylum de connaissances qui est bien plus élaboré et bien plus relié que celui de l'humanité ou même de l'Internet. Hein. Il s'en passe plus dans une forêt ou même dans le sol d'une forêt
que les connexions de nos serveurs. C'est inimaginable. Inimaginable les connexions qu'il peut y avoir, le savoir qu'il y a dans tout ça, c'est extraordinaire. Donc, la conscience végétale n'est pas quelque chose à mettre dans un compartiment. D'ailleurs, il y a une pensée indienne qui est intéressante. Hein. J'ai rencontré ça chez les Mirana. L'idée qu'en fait, il y a un lien d'ancestralité avec les végétaux. Eux, ils disent, mais en fait, au départ, il y a eu les plantes. Les plantes, des petites plantes. Voilà la perception intuitive qu'ils ont des choses, qu'ils ont peut-être eu par le viewing ou moins par le chamanisme, c'est quasiment similaire. Ils parlent juste d'une plante qui ondulait comme ça, dans de l'eau. Voilà, juste une ondulation. On sait quand même que les algues bleues, les stromatolites, c'est ce qui ont créé les conditions de la vie. Alors eux, ils disent que les plantes ont créé les conditions de la vie, les conditions de la biosphère, et qu'ensuite sont apparus différents règnes, beaucoup plus mobiles, comme les animaux, puis les humains. Mais eux, ils disent, mais en fait, les êtres humains, les animaux, c'est comme des bourgeons sur une branche. Ce n'est qu'un prolongement de l'univers végétal. Il n'y a pas de catégorie chez les Indiens entre minéral, végétal, animal, humain. Et c'est la même chose. Voilà. Dans une continuité, une fluidité, quelque chose de dynamique. Donc quand on comprend ça, déjà, on a une vision de la vie où l'intelligence humaine, le somnum, la noosphère, mais que fait uniquement constituée avec nos cerveaux, nos machines, nos réseaux, tout ça, mais on est complètement largué depuis longtemps. La nature fait bien mieux. Et les chamans, quand ils disent qu'ils se connectent au web cosmique, qu'ils utilisent des lianes qui les connectent à des choses de l'univers, j'ai expérimenté la cielo-ayahuasca, on a l'impression d'être dans Hubble. On voit des galaxies, on voit des amas globulaires, c'est incroyable. Pourquoi? Comment? Alors eux, ils disent, cette plante, elle l'ouvre justement sur l'espace interstellaire, sur le web cosmique, qui est diffusé sur toutes les planètes où il y a de la vie. Et pour eux, l'idée qu'il y a d'autres planètes habitées, il y a d'autres mondes avec de la vie, mais c'est intégré dans leur culture et leur croyance depuis des millénaires. Alors que nous, il y a encore 30 ans, on découvrait juste la première planète extrasolaire, quoi, en 95. Donc voilà, je pense qu'il y a un effort d'humilité de notre part par rapport à ça, ça c'est clair. Ensuite, tout ça est en train de converger, des intelligences des baleines, des dauphins, de tout un ensemble d'espèces qui sont même certainement plus évoluées que nous sur certains domaines. Donc voilà, aujourd'hui on est en plein dedans. Vous voyez le débat sur la condition animale, sur même aujourd'hui les végétaux, il faut poursuivre, ça va se poursuivre tout ça. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Alors vous vouliez intervenir ? Oui, juste un retour à la synchronicité et puis êtes-vous capable de faire un rapprochement avec la vision remote viewing? Bien sûr. Ouais, ça se rapproche, non? Bien sûr. Ah, voilà. Vous avez, c'est quasiment le même mécanisme. Au niveau de la localisation, vraisemblablement, cette information est à la fois bilocalisée, à la fois en dehors de l'espace-temps, et puis vraisemblablement à l'intérieur du somatique de la personne qui pratique. Voilà. Pour moi, il y a les deux. Et donc c'est ici, et puis en même temps, c'est pas ici, c'est ailleurs. C'est complètement paradoxal, hein, mais c'est ce paradoxe qui fait que justement ça fonctionne. Voilà. Alors, on a une question ici. Alors, j'ai une petite question. Vous avez parlé de créer sa propre synchronicité, mais vous avez parlé d'entraînement. Plus vous vous entraînez, plus on y arrive. Mais on commence par quoi, finalement? C'est quoi la on peut déjà première s'entraîner leçon avec le rêve. Hein, c'est déjà un bon entraînement de commencer à essayer de repérer des images de ses rêves dans la réalité, puis de repenser à ses rêves. C'est tout simple. Ça prend rien du tout. Il suffit quand même, par contre, d'avoir une bonne condition de rêveur, c'est-à-dire de ne pas tuer notre activité onirique par le matin du réveil, parce que là, c'est fini. Vous avez à peine réveillé, vous avez déjà oublié tous vos rêves. Donc, essayez plutôt de pratiquer ça quand vous êtes en vacances, vous avez un peu de repos, vous allez vous lever un petit peu plus tard, vous allez bien vous rappeler de vos rêves, ou alors vous faites des siestes, ça fonctionne bien aussi. Et puis, vous notez, tout simplement, et puis vous oubliez, vous notez juste, mais vous mettez ça dans un coin. Mais gardez quand même un petit peu à l'esprit quand même cette image, et vous allez voir que très rapidement, vous allez la trouver dans la réalité, vous allez repenser à votre rêve. Donc ça, c'est le premier mécanisme, on va dire, pour muscler sa rétrocognition. Ensuite, il y a des outils qui ont été inventés par les anciens depuis très longtemps, des oracles, comme le I Ching chinois, qui fonctionnent très très bien. Alors lui, il est complètement rétrocausal, il a été vraiment fabriqué dans cette optique, ou révélé, je ne sais pas si c'est fabriqué ou révélé. En tout cas, ce qui est intéressant avec le Yi-King, c'est qu'il est capable d'aller chercher les informations. Moi, j'ai vraiment été chercher des informations que j'ai pu valider ensuite dans la réalité.
Alors, comment ça fonctionne? Tout simplement, vous lancez des pièces. Ces pièces, elles sont soumises au hasard. Et puis, après, vous allez avoir un hexagramme, une information. Vous allez la vérifier dans votre réalité. Vous allez repenser à ce tirage. Et puis, ça agit de façon psychocinétique sur les pièces. Pas besoin de se concentrer à faire des mantras pour lancer des pièces. Ça n'a rien à voir. C'est juste le hasard. C'est le hasard qui compte, c'est tout. Alors, le Yi-King, dans cette perception-là, il ne faut plus le percevoir comme un oracle. C'est un système de navigation. C'est-à-dire qu'il est performatif. Il va carrément sélectionner des lignes de commutation temporelle. C'est-à-dire qu'il ne vous donne pas une information sur l'avenir, il va créer cet avenir. C'est un système de navigation. Si je comprends bien ce que Oui, si je comprends bien ce que vous êtes en train de me dire, en gros, c'est-à-dire qu'en gros, notre conscience influerait sur notre futur, finalement. Bien sûr. C'est ça. Notre conscience, notre intention. Ouais. Mais ça, vous allez voir ça avec Philippe après. Hein. On aurait dû faire intervertir, Philippe passer avant et moi après, ça aurait été beaucoup plus simple. En tout cas, merci beaucoup. Hein. C'était une très bonne conférence. D'autres questions? Somme toute, ce que vous appelez du hasard n'est pas vraiment du hasard, mais du désir. Alors, le hasard, il est super important, parce que si on n'a pas cet aléatoire-là, on n'a pas de support à la conscience extratemporelle. Et quelque part, il faut qu'on garde moi, ce que j'appelle ces poches de hasard dans la réalité, parce que c'est les leviers du réel. Si on n'a pas ça, on ne peut pas avoir d'action sur la réalité. Donc, vive le hasard, pour ce qu'il est du hasard, mais au final, effectivement, quand on prend de la hauteur, c'est pas vraiment du hasard, je suis bien d'accord avec vous. Merci. C'est un mécanisme. Merci. D'autres questions? Ici. Oui, une petite question. Je ne sais pas si ça marche. Ouais. Si, je vous entends. Oui, vous avez évoqué tout à l'heure des ateliers Oui. pour ce genre de pratique. Donc, est-ce que vous pouvez en dire plus? Est-ce que vous faites appel au public? À quel endroit ça a lieu? On fait appel au public. Il y en a un à Paris qui est déjà réservé complètement pour octobre. Il va y en avoir un à Bruxelles. On parle d'en mettre un en place avec Daniel ici à Lyon. C'est un atelier qui se passe sur la journée. Hein, on fait un travail sur l'intention, sur la création de synchronicité. On vous explique le protocole, on travaille sur les rêves. Il y a un travail sur l'intention aussi qui est fait par une professeure de yoga qui vient aussi avec moi. Et puis une autre jeune femme qui a travaillé sur le chamanisme, qui a fait des diètes de tabac et qui, elle, amène sur vraiment un travail de la conscience, mais aussi un travail de l'intention, c'est-à-dire comment bien visualiser son intention, parce que dès le départ, ça c'est ce que je dis au début de l'atelier, votre intention est super importante. Attention à ce que vous allez demander. Attention, parce que des fois on est surpris. Parce que des fois on veut aller là, ok on va aller là, mais on va passer par là avant, et puis ça va pas forcément être cool. C'est le dragon qui apparaît qui est apparu dans le message mythique en fait. Attention, il y a un trésor, ok. Mais il est gardé par l'ombre, et l'ombre, des fois, vous emmène sur des territoires où, quand vous êtes arrivé là, vous êtes content, mais il y a eu un moment où c'était un peu... c'est un peu Mordor, hein, comme tu disais ce matin. C'est un processus initiatique qui se met en réalité, en fait, là, carrément, à travers les ateliers et ces synchronicités. Donc on est bien d'accord que ça coûte 2500 € et qu'il faut couper tout lien avec sa famille et ses amis. Non. Normalement, ça coûte dans les 100 € la journée avec leur repas. Voilà, c'est pas mercantile à ce point. 100 € donc. Ça dure de 10h du matin jusqu'à 19h quand même. Il y a un peu de travail. Hein, donc, Et les synchronicités qui ne prennent aucun sens. Ah, c'est pas une synchronicité. Et qui s'opèrent. Ah, c'est pas une synchronicité. Parce que forcément, elle a du sens. Si elle n'a pas de sens... Pas forcément. À part un côté comique ou humoristique. Ou... Ah ben à ce moment-là, c'est un acte de rétrocognition. Mais vous ne lui avez pas porté plus d'intention à ce moment-là. Ça peut se produire, ça. Oui, ouais, c'est comique, ça n'a aucun... C'est même... Il y a un truc, tiens, c'est vrai, on a pensé à ça. Comme si on se moquait de moi, quoi. Ouais. Ah oui, mais ça, attention. Là, il y a un truc qui est lié au dragon, c'est le trickster aussi. Hein. Et le trickster, c'est dans les synchronicités, il peut y avoir un côté un peu trompeur des fois. Donc justement, il faut savoir faire le tri un peu de tout ça et être vigilant. Je suis d'accord. Bon, d'accord. Et en cherchant, on ne peut pas lui donner de sens, à part le côté comique. Ça dépend. Il y a certainement un autre sens à percevoir, mais si vous vous arrêtez juste à cette dimension, forcément, ça ne peut pas prendre une autre forme, parce que dans la rétrocognition, dans la boucle, il y a cette information-là qui est descendue et pas autre chose. C'est pour ça qu'en musclant sa rétrocognition, on arrive à créer des choses de plus en plus concrètes, de plus en plus subtiles, en fait, aussi, en même temps. Mmh. Allez.
Bonjour. Vous dites que ce qui est valable pour une personne peut être valable aussi pour des groupes de personnes au niveau de l'intention, du désir. Donc c'est une forme d'éducation, de trouver son chemin ou trouver le chemin collectif. C'est un peu... Plus vous êtes nombreux, plus vous avez de force en fait, dans le processus de rétrocognition. Si vous voulez à un moment agir sur quelque chose quand même où il y a quand même une résistance, plus vous allez avoir une rétrocognition de masse, plus vous aurez de force sur les leviers du réel. Ça, c'est obligatoire. Mais vraisemblablement, si on crée un collectif pour gagner au loto, si à un moment il surpasse le nombre de types qui perdent à l'euro million, forcément, ça fonctionnera. Est-ce que ça doit aller forcément dans la direction de l'humanité ou est-ce que ça peut être il vaut utilisé... mieux quand même avoir une dimension morale. Hein. Oui, il vaut mieux que ça soit... Sinon, on ramasse. Hein. Il y a le dragon, lui... Pardon ? Bien sûr. Alors, oui, mais ça fonctionne pareil. Alors, tu peux reformuler la question, s'il te plaît ? Il me parlait des groupes de prière, le fonctionnement des groupes de prière. Il y a un fonctionnement qui est similaire. Mais, attention, parce que là, on est dans l'idée de la loi d'attraction. La loi d'attraction que tu connais bien, la loi d'attraction, piège à con, que tu as... Point d'interrogation. Point d'interrogation, ok. Oui, parce que la loi d'attraction, ça fonctionne, mais s'il suffisait juste de désirer un truc pour qu'il se produise, s'il n'y a pas du hasard, ça ne peut pas marcher. Tu aurais gagné au loto depuis longtemps. Exactement. Il faut du hasard. Le hasard, c'est la panacée, c'est la source merveilleuse de notre univers. Oui. Vous parliez de faire des synchronicités avec donc le réel, avec les rêves. J'imagine qu'on peut aussi en faire sous psychédélique, du coup. Ça fonctionne pareil ? Alors, c'est pas pareil, parce que lorsqu'on est dans le monde des visions, ce qui n'est pas une drogue, je tiens à le préciser, et je ne suis pas non plus un fumeur de joint ou des choses comme ça. Je suis quelqu'un de très sérieux. Et d'ailleurs, ça m'arrive, la dernière fois, j'ai fait un colloque, c'était dans l'Aisne, sur un festival avec des tuffeurs. On m'a dit, mais t'es fou, qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? J'ai dit, mais il faut quand même les informer. On va pas les laisser faire n'importe quoi avec ces substances-là non plus. Donc, je leur ai expliqué ce que c'était qu'une dimension initiatique, rituelle, l'encodage, tout ça, de ne pas mélanger les trucs, tout ça. Ils sont tous venus me voir, il y avait une centaine de personnes. J'étais super content. Et j'étais très content de cette conférence. Je me suis dit, t'as fait du bon boulot, Romu. Parce que du coup, t'es allé sur le terrain, t'as expliqué à des gens qui n'avaient pas le cadre, en fait, ni les repères pour pouvoir passer à un autre niveau d'expérience. L'intégrer et être beaucoup plus prudent, ne pas mélanger les substances et donc être plus dans une espèce de consommation effrénée de drogue comme ça. Voilà. La question, c'était quoi déjà ? Parce que là, je suis parti sur... La question, c'était par rapport aux synchronicités. Ah oui, sous psychédélique. Alors non. Par contre, ce qui se passe, c'est que dans le monde des visions, tu vas par exemple voir quelque chose. Un animal, une plante, un esprit. Très souvent, le lendemain, tu vas le voir dans la réalité. Et c'est comme ça qu'Ernesto m'avait dit, mais tu vois bien qu'il y a une circularité entre ces trois états. Il y a le monde des visions, il y a la réalité, il y a le monde des rêves. Mais tu vois bien que ça circule. C'est presque une réalité unitaire derrière tout ça. Alors nous, forcément, on l'aperçoit de façon triptyque, mais eux avaient une perception unitaire des choses. Donc effectivement, quand on a des visions, bien souvent, on les voit se matérialiser. Pareil dans les processus de diète. Par exemple, il y a quelqu'un qui voit en vision un paresseux, et puis comme par hasard, le truc qu'il a travaillé dans sa diète, c'est la paresse. Et le lendemain matin, qu'est-ce qu'il a au-dessus de son tombeau ? Un paresseux, voilà, qui lui rappelle tout un ensemble de synchronicités comme ça qui se structurent avec du sens. Hein. Donc voilà, je pense que ça a répondu à votre question. Tu ne crois pas que justement cette réminiscence des teufs, de la transe et tout ça chez les jeunes, ce goût pour les psychédéliques aussi, c'est une sorte de rappel ou une sorte d'appel intérieur ou quelque chose comme ça ? On n'a plus de rituel d'initiation. Bon. Il y en avait encore un qui a été supprimé, c'était le service militaire. Je vous rassure, je n'ai pas fait l'armée, j'ai été réformé. Et P4. Mais bon, j'avais constitué un bon dossier psychologique et j'ai bien roulé dans la farine le psy militaire. Bon, ça c'est pour l'anecdote. Mais c'était quand même un rituel de passage, parce qu'il fallait quitter papa et maman, il fallait se soumettre à une certaine contrainte, il y a des rituels initiatiques, par exemple je pense aux aborigènes d'Australie, c'est complètement traumatisant. On enlève les enfants à la mer, on les emmène dans le bush, il y a des types qui se déguisent en esprit, qui font du bruit toute la nuit autour d'eux, après on vient leur faire des scarifications, on les circoncis, on joue du didgeridoo, ils sont couverts de sang, de duvet, de plumes, tout ça c'est ouf. Il faut la faire, l'initiation. Par contre, derrière, les mecs, ils sont axés comme ça. Ils ont un rituel initiatique.
Alors c'est ce que recherche de façon inconsciente la jeunesse quand elle va consommer des psychédéliques, de la marijuana. Malheureusement, comme ils font des combinaisons qui ne vont pas ensemble, ils vont mélanger, parce qu'il y a des plantes malgré tout qui ne s'aiment pas trop au niveau énergétique. Par exemple, la marijuana et l'ayahuasca ne s'aiment pas du tout. Donc le type qui est imbibé de marigène et puis qui va se prendre l'ayahuasca, il est tranquille. Ça va être toute la nuit. Qu'est-ce que j'ai pris? Parce que l'ayahuasca, elle dit ah ouais, mais là, moi ça me plaît pas beaucoup tout ça. Donc un peu de ménage, quoi. Tu vois. Donc essayer de leur apprendre qu'il y a certaines plantes qui ne s'entendent pas. Il y a des coopérations végétales, il y a aussi des guerres végétales. Ça avait été très bien montré d'ailleurs par Jean-Marie Pelt dans ses travaux sur les communications entre fleurs. Donc il faut respecter ça aussi lorsqu'on consomme des substances, si elles sont d'origine naturelle. Après, je ne parle même pas des substances synthétiques, parce que alors là... Ernesto me disait, tu sais, il se marrait quand il voyait les ethnobotanistes américains qui venaient, parce qu'eux, ils ne prenaient pas l'ayahuasca. Ils prenaient la machette et puis ils piquaient tous les échantillons dans sa chakra, tu vois, ils prenaient. Lui, il s'en foutait. Je lui disais, mais tu laisses faire ça. Ils vont partir, ils vont faire des brevets, ils vont synthétiser. Elle me dit, ah ouais, synthétiser. Je lui dis, ils n'auront rien s'ils font de la synthétisation, c'est super. Je lui dis, pourquoi tu me dis ça? Mais parce que ils vont faire un clone, mais il n'a pas d'âme. L'âme de la plante, il ne sera pas dedans. C'est pour ça qu'ils ne fonctionnent pas, les remèdes des ethnobotanistes américains. C'est parce qu'il n'y a pas l'esprit de la plante. Donc lui, il était tranquille, bien rassuré. Il me disait, mais en fait, laisse-les prendre, laisse-les. Ils partiront plus vite. Alors, on a le temps de prendre encore quelques questions, si vous voulez. Et c'est intéressant l'échange aussi. C'est pour ça que je préférais aussi avoir une partie où je peux discuter avec vous. Parce que là, dans ma réflexion sur la jeunesse, je parlais aussi en fait des sons, justement, de cette musique techno-trance. C'est pas par hasard aussi que ça attire par le côté répétitif qui rappelle en fait les trans tribales. Les tambours chamaniques, oui, bien sûr. Bien sûr. Et c'est souvent associé. En fait, ils mélangent deux formes de chamanisme. Parce que bien souvent, les traditions qui utilisent les plantes ne sont pas dans la musique, ou pas dans le tambour en tout cas. Donc là, ils font la synthèse de deux traditions initiatiques extrêmement fortes. Mais alors, par contre, du coup, ça fait boum, quoi. Tu vois, c'est satellisé. Donc, il faut quand même être un peu prudent. Et c'est pour ça que je trouvais que cette conférence que j'ai fait là-bas, malgré tout, c'était bien. Parce que contact avec les jeunes, et puis ils sont super attachants. Parce que c'est effectivement, comme tu dis, des jeunes qui sont quand même dans un questionnement profond de la réalité, même si ça passe par la déglingue, mais ils ne sont pas bien, ce monde-là ne leur convient pas, quoi. Donc ils ont besoin de réponses, d'avoir accès à autre chose, quoi. Alors, est-ce qu'il reste des questions? Alors attends, micro. Oui, parce que moi je t'entends, mais la salle ne t'entend pas, je pense. Implicitement, ce que vous dites là, c'est en gros les psychédéliques synthétiques à éviter et les psychédéliques naturels peuvent être grosse source d'enseignement, quoi. Du bio. Du bio, exactement. C'est un peu ça que vous dites. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, on n'a pas du tout la même thématique avec du DMT synthétique qu'avec du DMT d'origine végétale. C'est pas du tout pareil. Le DMT synthétique t'emmène dans des choses très, très métalliques, très, très abstraites, tu vois, des choses qui sont quand même assez, pour moi, associées quand même au mental, tu vois. Même s'il y a des dimensions aussi supérieures dans cette expérience. Mais malgré tout, le DMT végétal t'amène vers des choses organiques, quoi. Vraiment des choses, les enseignements de la nature, des plantes, de l'univers, quoi. C'est vrai pour les médicaments à base de plantes. Médicaments à base de plantes. Bah, si c'est des trucs de synthèse, il n'y a pas l'âme de la plante, comme dirait Ernesto. Donc après, voilà, il faut conserver... alors je pense que sur les huiles essentielles, si, c'est conserver. Après, le mieux, c'est encore d'aller effectivement utiliser de bonnes vieilles méthodes. Vous prenez du thym et puis vous mettez ça dans de l'eau avec de l'eau chaude et puis vous attendez un peu et là, vous avez vraiment tous les principes actifs et les principes, on va dire, énergétiques, spirituels de la plante. Informationnels, je dirais presque. Parce que moi, le concept d'énergie, ça commence à me gonfler. On en mange à toutes les sauces. C'est comme le quantique et... tu dis ça parce que tu es fatigué? Pour moi, c'est de l'information. Voilà, et ça rejoint les travaux là, sur la mémoire de l'eau de Benveniste. Tout ça, pour moi, c'est cette intelligence végétale, quand elle est diluée, elle devient consubstantielle. Et pour moi, c'est un phénomène informationnel. Par exemple, quand j'étais le chou de choisi, qui est un arbre en Amazonie, les esprits me parlaient vraiment de consubstance. Ils me disaient, mais maintenant, on est présent dans ton organisme. Il y a un phénomène de coprésence, de consubstance. Et on sera là tout le temps. Donc, une fois qu'en plus, la signature informationnelle est faite avec le corps, ça reste à vie, quoi.
Et quand on a pris ces plantes, l'action reste à vie. Pour moi, c'est pas un phénomène énergétique, c'est un phénomène informationnel. Après, on joue peut-être sur les mots, mais j'en ai marre de l'énergie, c'est pour ça. Sur l'aspect médicinal, il y a eu plein d'études récemment, parce qu'avant c'était interdit, sur des psychédéliques comme la psilocybine, sur l'effet sur la dépression, certaines pathologies psychiatriques, qui montrent qu'il y a un effet vachement utile, mais aussi avec la MDMA notamment, qui là est une molécule de synthèse pour le coup. Il y a des synthèses, ouais. Donc ça dépend en fait des cadres aussi peut-être dans lesquels on utilise. Et ça dépend ce qu'elle procure comme état dans le cerveau. Si elle crée de l'aléatoire, elle peut malgré tout créer un support à la conscience extratemporelle. D'accord. Mais ça reste très mystérieux ce qui se passe dans le cerveau en même temps. Donc on n'a pas les moyens d'aller observer ce qui se passe Qui a levé la main au niveau du bouton synaptique. Donc, Vous c'est sans micro, mais attendez, il y a une... L'ayahuasca. En piqûre. C'est une boisson. Ouais, en fait, c'est 2 plantes qu'on fait cuire pendant plusieurs heures. C'est une grosse cocotte comme ça, puis à la fin, il reste ça, d'un liquide tout noir. La dose, c'est ça. C'est déjà fort, hein, ça. Hein. Et ça infecte. C'est un goût absolument atroce. Alors au début, les gens qui apprennent la première fois disent « Oh, c'est pas mauvais ton truc ». Sauf que quand tu l'as pris 200 ou 300 fois, tu peux plus la boire. Non, ça ne met pas le cerveau du tout à l'envers. C'est une expérience visionnaire, ça ne crée pas de dommages dans la conscience ou des choses comme ça. Après, il y a eu des accidents. Il y a eu des gens qui sont morts en Amazonie avec l'ayahuasca. Il faut aussi en parler, mais ils sont morts de quoi? Interaction médicamenteuse avec l'ayahuasca. Moi, je connaissais des vieux purgueros. Vous auriez pris un Doliprane, ils ne vous prenaient pas en cérémonie. Hein. Ils disaient « Tu vas diéter, hein. Tu vas m'expulser ça, je ne te donne pas l'ayahuasca. » Ça, c'était une des sources des gens qui ont décédé, et puis des gens qui n'ont pas été surveillés par des chamans qui étaient dans le business, et puis qui avaient 20 ou 30 personnes à gérer. Et puis le type, quand il a vomi, il a fait une fausse route, et puis personne n'était là pour s'en occuper, il est mort. Voilà. Ça peut arriver à des alcooliques, ça peut arriver à n'importe qui. Donc voilà les causes de mortalité qu'on a eues avec l'ayahuasca. Ils sont réels, il faut aussi en parler. Et le business autour du chamanisme de l'ayahuasca, il faut s'en méfier. Il y a quand même pas mal de chamans qui ne sont pas super bien intentionnés non plus. C'est pour ça que je dis, soyez prudents. Faut pas partir comme ça sur un coup de tête en disant « Je vais en Amazonie, je vais prendre l'ayahuasca ». Maintenant, il y a une espèce de tourisme qui s'est mis en place. Moi, j'ai connu ça il y a 17 ans, 15 ou 17 ans. On payait même pas pour une cérémonie, quoi. On amenait un poulet, quoi. On amenait un poulet ou de l'eau potable ou des affaires pour les enfants. Et ils étaient super contents. Et c'était un vrai échange, don contre don. On n'était pas dans des délires à 200 € la cérémonie, quoi. Enfin. Et on va finir par faire disparaître la plante si ça continue comme ça. Hein. Parce que je peux vous dire que là-bas, tac, tac, ça y va, hein, dans la forêt, les lianes et puis la chacruna. Donc. Attendez, parce que j'ai quelqu'un qui a levé la main depuis tout à l'heure, là. Est-ce que quand tu as ouvert certaines portes en prenant les plantes plusieurs fois, après, tu n'as plus besoin des plantes finalement? Tu arrives à accéder à ces choses-là sans les plantes? Mais tu n'as pas des visions, mais tu as des réceptions d'informations. C'est-à-dire que par exemple, à l'endormissement, effectivement, des fois, je me retrouve quand même dans des visions. Oui, ça permet d'accéder. Enfin, c'est une fois que ça a déjà été ouvert, disons que tu peux y retourner plus facilement. Exactement. C'est une histoire d'adressage de la conscience. Une fois que tu as l'habitude d'adresser, en fait, c'est plus facile, quoi. Tu connais le chemin, quoi, quelque part. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Et par rapport au fait d'être toujours en groupe et accompagné dans la prise, des fois, c'est pas super top. Hein. Moi, j'ai eu la chance des fois de prendre. J'avais 2 chamans pour moi tout seul. Ouais. Mais pas seul. Enfin, toi. En solitaire. Si, je l'ai déjà fait, mais c'est pas. C'est moins bien parce que le chaman, il a quand même ses chants. Il a quand même toute cette technologie de l'esprit qui font qu'à un moment. Tout ça, il va avoir une dynamique, va t'emmener sur des choses spécifiques, va te soigner, va te guérir. Tu vois, donc en solitaire, c'est pas... Oui, parce que moi, je voyais plus le chaman comme un guide qui permet d'accéder... c'est un guide, les chants chamaniques. Guider plus sur l'utilisation de la plante, mais il n'y aurait pas de plante, il pourrait aussi te guider déjà... Mais c'est plus une expérience de cérémonie, disons, d'ayahuasca. Oui, bien sûr. Voilà. Mais effectivement, le chant chamanique et les icaros ont une place extrêmement importante dans le processus. Hein. Okay. Dès qu'ils se mettent à chanter, voilà, les visions s'ouvrent, ce que j'appelle les univers boîtes se déplient, voilà, les esprits arrivent. Je veux dire, c'est complètement différent d'une cérémonie où personne ne chante. Puis des fois, tu te sens pas bien dans ton corps, et dès que le chaman chante, quand même. Parce que des fois, les mecs, tu les entends ronfler, tu dis « Oh non, ils sont endormis ». Tu dis « C'est pas possible ». Alors toi, ça monte, t'es à toc, tu sais, c'est très fort. Tu te dis « Non, s'il te plaît, chantez, quoi ».
Alors après, il se réveille toujours au bon moment en même temps. C'est très synchrone, mais au début, tu as toujours des peurs aussi. Tu as envie d'être coucouné, tu vois. Donc quand tu vois qu'ils sont endormis, tu fais « Oh non !» Dernière question, monsieur. Ensuite, ça sera en direct. Oui, je voulais savoir si vous vous êtes intéressé à la médecine traditionnelle africaine des Nyanga. Le Bwiti, alors, c'est ça c'est-à-dire l'iboga, vous me parlez? Oui, entre autres, mais bon, il n'y a pas que... Il travaille avec des plantes, mais pas que, avec les esprits aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Bah, moi, l'iboga, j'ai jamais prise. Après, je connais des gens qui ont travaillé avec, qui connaissent bien le sujet. Apparemment, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment un travail sur les ancêtres très intéressant avec l'iboga. Vraiment. Les ancêtres, vraiment, oui. C'est vraiment une plante qui travaille sur le transgénérationnel, qui permet d'accéder à l'information de ses ancêtres, à certaines répétitions, à certains blocages. Des choses qu'on travaille, par exemple, dans les constellations familiales. Eh ben ça, vous avez ces spatialisations dans les visions. On perçoit ça. Donc ça, c'est intéressant. Et ça va même au-delà que le transgénérationnel. Ça mène aussi sur le phylogénétique aussi. C'est vraiment une plante de l'ancestralité et du passé, en fait, de la mémoire, l'iboga. Exactement. Et c'est l'histoire de voir les histoires de répétition qu'on peut avoir. Pourquoi on a toujours le même divorce, voilà, la même maladie, le même truc, à peu près toujours en même période. C'est un peu sortir de la boucle. Alors, c'est parfait. Merci beaucoup. Tu es pile sur l'horaire. Super. Merci à vous.